oublions le théorème de Pythagore et essayons de voir quelle est la véritable nature des mathématiques pythagoriciennes qui sont un curieux mélange de progrès mathématiques d'un côté et de spéculation philosophique de l'autre. Vous avez devant vous le nombre 4 x 4. Eh bien, ce nombre est bordé par une équerre. Cet équerre est le nombre 7. Vous avez 3 d'un côté, horizontalement, 3 de l'autre, verticalement, et au milieu, le pivot de l'équerre. Maintenant, si vous remontez vers l'intérieur du nombre, vous avez une équerre de 5, une équerre de 3 et le nombre 1. Si vous additionnez tout ça, vous voyez que 7 plus 5 plus 3 plus 1, ça fait 4 x 4, le nombre carré 4 x 4. Donc par cette simple figure, on démontre que la somme des 4 premiers nombres impairs, c'est le carré de 4, et on démontrerait de même que la somme des 5 premiers nombres impairs, c'est le carré de 5, etc. Maintenant, côté spéculation, le nombre 7, par ce procédé, le nombre impair 7, est associé au carré. Et le carré, c'est l'égal, parce que les deux côtés d'un carré sont égaux. Le carré, c'est aussi l'unique, parce que deux carrés différents sont semblables entre eux. Ça fait une seule figure. Donc à l'impair est associé l'égal et l'unique. Maintenant, si on essaye de faire la même chose avec un nombre pair, le nombre 8 par exemple, vous voyez que le nombre 8 ne peut pas border un carré, ça ne peut border qu'un rectangle. Par conséquent, le pair sera associé, pour les raisons que nous avons expliquées tout à l'heure, à l'inégal parce que les côtés sont inégaux, le multiple parce qu'il y a une multiplicité de rectangles non semblables entre eux. Si à cela on rajoute le fait qu'au pair était associé le défavorable, à l'impair était associé le favorable, on voit comment les pythagoriciens ont essayé de démontrer que l'opposition du pair et de l'impair était comme l'archétype de toutes les oppositions du monde réel.